Le bassin d'or. Autrefois, il y a 1000 ans ou plus, tous les jeunes gens qui avaient du foin dans leurs galoches, qui revenaient de Rumangol pour retourner au village de Kimerk, ne manquaient pas de s'arrêter chez Yuen le riche. Comme il connaissait bien l'avarice de celui-ci, il lui offrait toujours un peu de bon tabac pour avoir le droit de voir sa fille, la bonne et charmante Rosen, et avoir le temps de lui faire les yeux doux. Yuen fumait tranquillement sa pipe, puis, quand il jugeait que l'entretien avait assez duré, il prenait le joli garçon par la main et lui disait: Au revoir, l'ami, garde tes yeux bleus et tes soupirs. Rosen est la fiancée du bassin d'or. Elle est promise à celui qui apportera en dot le beau bassin qui change en or le cuivre et le fer. Il est gardé dans le château de Kervaro, dans la forêt du Cranou. Tu en trouveras facilement le chemin, c'est juste en face. À ces mots, Yuen plantait là le jeune homme et refermait promptement sa porte. Il y en a qui n'insistaient pas et s'en retournaient chez eux, déplorant les exigences du vieil avare. Mais il y en avait d'autres qui s'en allaient errer dans la forêt et qui ne revenaient pas. D'autres encore allaient consulter quelques sorciers qui les envoyaient chercher l'herbe d'or, cette herbe qui permet de se trouver ailleurs. Mais là encore ils ne revenaient pas, et la jeune Rosen soupirait tristement, se demandant si elle n'allait pas rester fille. Un soir cependant, un jeune paysan du nom d'Alanik, qui était orphelin, qui n'avait pas de bien, mais qui avait une belle figure d'ange, passa devant la maison de Rosen alors qu'il se rendait en pèlerinage à Rumangol. La jeune fille se trouvait à la petite fenêtre et, toute pensive, elle regardait les nuages passer devant le soleil et les oiseaux voler dans le ciel. Le jeune homme, qui était un peu fatigué par sa marche, s'assit sur la pierre devant la porte, souhaita le bonsoir à Rosen et lui demanda des nouvelles de toute la maisonnée. Comme Yuen était absent, les jeunes gens purent bavarder à leur aise et sans témoin. Et c'est ainsi qu'Alanik apprit que s'il voulait épouser Rosen, il devait s'efforcer de ramener le bassin d'or qui se trouvait gardé au château de Kervaro dans la forêt du Cranou. Mais, après lui avoir dit ce qu'il convenait de faire, Rosen lui lança un anneau qu'elle portait à son doigt. Prends cet anneau, lui dit-elle, et garde-le toujours sur toi. Grâce à lui, tu reviendras sûrement de ton voyage. Alanik ramassa l'anneau et le mit à son petit doigt. Puis, après avoir pris congé de Rosen, il se dirigea vers la forêt du Cranou. Comme la nuit devenait profonde et très sombre, il s'étendit sur la fougère et attendit le petit jour. À son réveil, il fut étonné de voir, perché sur une branche à peu de distance, un beau ramier bleu qui roucoulait en le regardant. Alanik ne put s'empêcher d'admirer le bel oiseau. Puis il se leva et prit le premier sentier qui s'offrit à ses regards. Mais alors, le ramier voleta et alla se poser sur un buisson voisin, en battant des ailes avec tant de force que le jeune homme s'arrêta tout surpris. Le ramier se remit à voleter tout doucement devant lui, et Alanik se dit qu'il ferait bien de le suivre. Tout en marchant, il s'amusait à tailler une branche de houx avec son couteau, de façon à en faire une croix. Bientôt, il aperçut à travers de grands arbres les hautes tourelles et le colombier d'un manoir. C'est sans doute le château de Kervaro, se dit-il tout bas. Il quitta l'abri des arbres et s'approcha. Il fut bien effrayé de voir que les murs avaient au moins 100 pieds de haut, et que les portes, qui brillaient au soleil, paraissaient être de fer et doublées d'argent. De plus, il aperçut au-dessus du grand portail un nain noir qui avait un œil au milieu du front et un autre derrière la tête, si bien que lorsqu'un œil dormait, l'autre veillait. Le nain, dont la figure était horrible, tenait dans sa main une longue lance. Alanik, surmontant sa crainte, continua cependant d'avancer. Il était encore à quelques 200 pieds du château, mais quand il se trouva plus près, la lance du nain se pencha de son côté et s'allongea tellement que c'en était fait de l'impression
nerveusement en se dandinant sur la branche. Alors, Alanic entonna l'air de la Cornouaille, qui était une chanson à danser. Sans doute le nain noir aimait-il la gavotte, car il ne put résister au rythme. Il se mit à danser et à se trémousser, à la grande joie d'Alanic, qui trouvait très drôle de voir cet être laid et difforme s'agiter au sommet d'un mur. À la troisième gavotte, le nain, qui s'agitait de plus en plus frénétiquement, lâcha sa lance et roula sur le sol jusqu'aux pieds d'Alanic. Celui-ci, de peur que l'autre ne s'en aperçût, continua le bal par un jabadao, si bien qu'au bout d'un certain temps, épuisé de fatigue, le nain s'affala sur le mur en soufflant comme un porc. Alanic chanta alors quelques airs plus doux, puis une complainte bien triste, de telle sorte que le nain s'endormit, faisant entendre des ronflements effroyables. Le jeune homme s'approcha alors du château et s'arrêta devant la porte, se demandant bien ce qu'il allait faire pour pénétrer à l'intérieur. Mais le sommeil du nain était tellement agité qu'il avait l'air de vouloir danser encore. À force de se tourner et de se retourner, il finit par rouler sur le mur et tomba au pied du rempart. Alanic vit avec terreur s'ouvrir un de ses yeux. Alors, sans l'ombre d'une hésitation, sachant bien que ce monstre avait dû tuer bien des jeunes gens comme lui autrefois, il saisit la lance et la lui passa à travers le corps. Le nain poussa un grand cri et s'immobilisa. Quand il se fut assuré que le nain était bien mort, Alanic saisit le trousseau de clés qui pendait à sa ceinture. Il en choisit la plus grosse et l'introduisit dans la serrure du portail. Celui-ci s'ouvrit sans difficulté et Alanic se trouva bientôt dans une cour immense, aux pavés mal joints et où poussaient des mauvaises herbes à foison. Mais ce qu'il y avait de plus terrifiant, c'était un dragon au milieu de la cour, attaché par une chaîne dont les anneaux s'allongeaient, de manière à lui permettre d'atteindre les coins les plus reculés de la cour. De plus, ce dragon avait 3 têtes et chacune d'elles projetait des flammes par la gueule. De part et d'autre, on voyait des ossements, probablement ceux qui étaient venus chercher là le bassin d'or et qui avaient été dévorés par le nain et le dragon. Alanic vit le monstre qui se précipitait vers lui. Pour se défendre, il avait bien la lance du nain, mais celle-ci ne s'allongeait pas dans ses mains, et il savait bien qu'il n'aurait jamais la force de soutenir un tel combat. Il fouilla dans sa poche pour y prendre son couteau, afin de se défendre malgré tout, mais sa main rencontra une galette de blé noir qu'il avait oublié de manger la veille à son souper, tant la conversation avec la belle Rosette lui avait occupé l'esprit. Sans trop savoir pourquoi, il cassa sa galette en 2 morceaux et en jeta la moitié au dragon qui se précipita dessus et se mit à la dévorer en poussant des grognements de satisfaction. Cela ne manqua pas d'étonner Alanic, mais le fit réfléchir. Il se dit que puisque le dragon avait avalé avec tant de plaisir la première moitié de sa galette, il avalerait la seconde sans y regarder davantage. Il sortit donc de la cour, alla ramasser la lance du nain noir, la cassa de façon à séparer la hampe du fer aigu, prit celui-ci et l'enveloppa dans ce qui restait de la galette, après avoir tracé dessus un signe de croix avec sa bague. Il revint alors dans la cour, puis, montrant au dragon alléché le morceau friand qu'il lui avait préparé, il se rapprocha quelque peu et dit « Cher petit dragon, voici encore pour toi. » Le monstre à 3 têtes ouvrit sa gueule du milieu, de peur de manquer une proie aussi tentante. Alanic y jeta sans tarder son arme improvisée et le dragon l'avala avec autant de gloutonnerie que la première moitié de la galette. Au bout de quelques secondes, les yeux du monstre s'allumèrent, des flots d'écume, de feu et de sang jaillirent avec d'épouvantables sifflements des 3 têtes. Le jeune homme, effrayé, se précipita au dehors et ferma le portail pour ne pas être témoin de cette hideuse agonie. Le vacarme dura longtemps dans la cour de Kervaro, car le monstre avait la vie dure. Le ciel était rempli d'oiseaux de proie attirés par l'odeur de ce carnage inhabituel. À la fin, les hurlements diminuèrent, s'affaiblirent et disparurent. Tout rentra dans le silence. Mais Alanic hésita encore un long moment avant de s'aventurer à nouveau dans la cour, et il fit un long détour dans l'enceinte remplie d'une fumée épaisse, afin d'éviter la carcasse du dragon qui brûlait encore, pareille aux ruines d'une maison
plus spacieux qu'il eût jamais vu et magnifiquement décoré. Au milieu, sur un meuble bas fait d'un bois précieux, il aperçut le bassin d'or. Alanic s'en rapprocha et le saisit avec d'infinies précautions, tremblant de tous ses membres qu'il ne lui arrivât quelque désagrément. Mais rien ne se produisit. Cependant, en jetant les yeux dans la pièce voisine, il vit des objets splendides et des choses si belles qu'il voulut y pénétrer. C'est alors qu'il entendit le roucoulement du ramier, comme si celui-ci voulait l'avertir qu'il ne devait à aucun prix demeurer plus longtemps en ce lieu maudit. Il s'élança hors du manoir, traversa la cour à toute vitesse et se retrouva au-delà des murailles. Alors, serrant contre lui son précieux butin, il s'agenouilla, pleurant de joie et remerciant Dieu de lui avoir permis de triompher. Quand il releva la tête, il vit que les murs, les tourelles et le manoir avaient disparu. Il n'y avait plus qu'un tas de cendres fumantes à l'endroit où le dragon avait brûlé. C'est le ramier bleu qui l'aida à retrouver son chemin pour sortir de la forêt. Le pigeon bleu voleta 3 ou 4 fois autour de lui en roucoulant et en battant des ailes, puis s'éleva dans le ciel et disparut à travers les nuages. Alanic se reconnut bien. La maison de Rosen était devant lui. Sans perdre un seul instant, il alla frapper à la porte du vieil avare. Celui-ci ouvrit sa porte d'un air maussade, se préparant à chasser quelque important qui venait ainsi les déranger. Mais quand il aperçut ce que portait Alanic dans ses mains, il en tomba presque de saisissement. « Voici ce que tu demandais pour donner ta fille en mariage, » lui dit Alanic. « Le bassin d'or est à toi, mais tiens ta promesse et donne-moi ta fille. » Youen le riche n'hésita pas un seul instant. Il se saisit du bassin d'or que lui tendait le jeune homme. « Prends ma fille et épouse-la. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit. » C'est ainsi que l'orphelin Alanic épousa Rosen, la fille d'Yuen le riche. Il eut de fort belles noces qui durèrent 3 jours. On y chanta et on y dansa, et on y but beaucoup de cidre. Mais Yuen eut beau jeter dans le bassin des pièces de toutes sortes, jamais elles ne se transformèrent en pièces d'or, et, tellement il s'en fut contrarié qu'il mourut de dépit et de chagrin, laissant toute sa fortune d'avare à sa fille et à son gendre. Merci d'avoir